Mabingue Ngom, vous êtes le directeur général du Fonds des Nations Unies de la population. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous fonctionnez depuis Dakar? Comment vous essaimez sur toute la région? Oui, écoutez, comme vous le savez, avec la crise de Covid-19, tout a changé. Et tout est en train de changer et je pense que nous nous attendons à des changements encore beaucoup plus importants. Donc, depuis le début du mois de mars, nous nous sommes ajustés parce que nous travaillons de la maison. Donc, nous sommes en télétravail et nous avons quand même été capables, en tout cas, d'inventer de nouvelles approches pour nous permettre un peu de continuer l'appui que nous apportons aux pays de la région dans la résolution des problèmes douloureux auxquels ils font face, y compris ceux qui sont ajoutés donc, à leur lot quotidien donc, à cause de l'arrivée de Covid-19. Donc, nous travaillons de la maison, nous avons de nouvelles méthodes, nous essayons de contribuer et je crois que nous avons beaucoup appris, nous sommes beaucoup ajustés. D'abord, pour qu'on comprenne, qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée de la pandémie? Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ne seront plus les mêmes et est-ce qu'il y a une accélération de l'histoire, si je puis dire? Visiblement, rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant, y compris la façon de travailler, la façon d'apporter notre appui, même la façon d'approcher cet appui au pays, la façon même de résoudre les problèmes, mais également comment toute la communauté internationale, les pays d'abord, leurs partenaires, ensuite, y compris les organisations du système des Nations Unies, le secteur privé, la société civile. Je pense qu'il y a énormément de leçons que nous avons apprises qui font que je suis convaincu que rien ne sera plus comme avant. Donc, nous avons pu nous adapter donc, aux difficultés, nous avons pu quand même nous déployer avec les moyens de bord et je pense que nous avons pu inventer de nouvelles façons, en tout cas, d'appuyer, d'aider, de contribuer. Et je crois que certaines de ces habitudes vont rester, même après Covid-19. Et je pense d'ailleurs qu'en réfléchissant, je pense que la symbiose des approches traditionnelles, des approches nouvelles, les expériences des uns et des autres, je pense, ouvrent en tout cas des voies nouvelles qui peuvent être extrêmement porteuses. Mais on a envie de savoir d'abord sur l'ampleur, l'état de la pandémie dans le Sahel. Le Sahel, vous êtes un vieux routier de cette région, vous êtes un rare connaisseur des réalités des pays qui composent le Sahel, et pas seulement. Comment aujourd'hui voyez-vous le changement du narratif autour du Sahel et de ses problèmes? Oui, d'abord vous dire que très tôt dans la pandémie, notre organisation, le Fonds des Nations Unies pour la population, mais également l'ensemble des directeurs régionaux des Nations Unies pour l'Afrique, ont quand même accordé une attention particulière à la région du Sahel, pour des raisons très simples. C'est une région vulnérable, une région fragile, une région qui était déjà en ébullition donc avant la crise. Et visiblement, cette région avait quand même toutes les caractéristiques qui en faisait en tout cas une région où la pandémie de la COVID-19 allait peser plus que partout. Et nous avons eu l'occasion d'écouter chacun des pays du Sahel. Nous avons eu l'occasion d'apprécier un peu la qualité de la réponse et nous suivons au quotidien l'évolution de la pandémie dans les pays du Sahel à l'occasion de la réunion que nous tenons tous les mardis matins à 9 h de Dakar pour suivre un peu l'évolution de la pandémie dans la région. Mais encore une fois, le Sahel est quand même l'une des régions les plus affectées, j'allais dire, les plus affectées parce que même si la pandémie n'a pas eu quand même le profil qui était attendu dans le continent africain, donc cette pandémie pèse énormément sur des pays qui étaient déjà fragiles, des pays où les populations n'avaient pas accès aux services de base, les populations n'avaient pas accès aux services de santé. Donc, voyez donc ce que chaque cas additionnel de COVID-19 signifie pour un système de santé qui n'existe pas, pour des populations qui n'ont pas les moyens de rester à la maison face au confinement, pour des populations dont plus de 55% des enfants ne vont pas à l'école et les quelques-uns qui allaient à l'école, qui étaient un peu l'espoir, donc se sont retrouvés un peu
à la maison ou dans la rue pour me dire que la situation n'est pas très belle. Pour prendre à bras le corps les problèmes du Sahel, et ils sont nombreux, c'est une région attaquée de toutes parts sur les problèmes de misère, d'inégalité, sans aller dans le catastrophisme, mais comment aborder tous ces problèmes dans l'approche du traitement à la racine du mal? Oui, écoutez, c'est une question extrêmement importante parce que vers la fin de l'année 2019, nous avons identifié un peu un sujet, un chantier extrêmement important qui est un peu le chantier un peu de comment assurer la résilience dans le Sahel, comment asseoir la paix, comment créer les conditions d'un développement durable, j'allais dire, pour que les Africains puissent enfin sortir un peu de la misère et entrer vraiment dans une véritable ère de prospérité. Mais ce sont des mots qu'on dit depuis longtemps, rien n'a bougé, toujours résilience, solution, mais l'urgence est là peut-être. C'est vraiment l'approche parce que nous avons mené, par exemple, 6 études empiriques. Et je dis bien des études empiriques, c'est-à-dire des études qui sont basées sur des données, sur des évidences, sur des chiffres, hein, qui sont des faits solides, hein, qui sont quand même dénués de sentiments, hein, ou d'appréciation idéologique, hein, ou de pensée, j'allais dire un peu de rêve. Il s'agit un peu d'une approche nouvelle que nous sommes en train d'initier et comme je disais tout à l'heure, nous avons mené 6 études. Et le point de départ de ces études, un peu ce qu'on appelle des monographies. 3 monographies dans 3 pays qui constituent un peu le Sahel central, ou l'épicentre du Sahel, que j'appelle très souvent la région du Lupta-Kogouma, qui comprend le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et dans ces 3 pays, nous avons mené des études statistiques pures et dures pour regarder un peu l'évolution dans un certain nombre de variables au fur et à mesure que la crise apparaît, s'installe et se développe. Alors, concrètement, dites-nous de quoi il s'agit, parce qu'il faut qu'on entre dans le vif du sujet. L'évolution de la population, hein, l'évolution de l'espace fiscal, qui est un peu ce qui permet un peu à un État, à un pays, de faire face aux besoins, de faire face à la demande sociale. Nous avons regardé, par exemple, l'évolution des dépenses de santé, l'évolution des dépenses d'éducation, l'évolution des dépenses militaires et l'évolution des autres composantes de la demande sociale. Et nous nous sommes rendus compte qu'au fur et à mesure que cette demande sociale augmente, l'espace fiscal se réduit, principalement parce que ce sont des pays en situation de difficulté qui sont obligés d'augmenter de façon considérable les dépenses militaires. Et plus on augmente les dépenses militaires, moins nous avons un espace fiscal pour répondre à la demande actuelle, mais également aux demandes à venir, parce que nous assistons à une population qui croît à un taux relativement fort comparé aux autres pays dans le monde. Et nous nous sommes rendus compte, par exemple, en regardant les dépenses militaires et les dépenses de santé, par exemple, que nous avons des histogrammes qui sont totalement renversés si nous comparons ces pays du Sahel avec des pays développés, comme le Japon, les pays nordiques, par exemple. Donc, dans ces pays, par exemple, vous allez voir des dépenses militaires qui sont contenues autour de 4-5%, alors que dans les pays du Sahel, les dépenses militaires ou de sécurité dépassent parfois 20%. Et quand vous regardez les dépenses de santé qui devaient se situer, si on se réfère un peu à la décision d'Abuja il y a de cela 20 ans, on devait être autour de 15%. Mais ces dépenses sont le plus souvent en deçà de 5%. Donc, pour dire que vous avez une population qui augmente, une demande sociale qui augmente, mais le gâteau que vous partagez pour répondre à cette demande sociale se rétrécit, ce qui pourrait contribuer ou peut-être même expliquer en partie l'aggravation de la crise que nous connaissons dans le Sahel. Alors, la méthode aujourd'hui pour pouvoir, puisque vous avez de nouveaux indicateurs, des éléments de lecture qui vous permettent d'appréhender différemment la situation, comment aujourd'hui entrer dans une nouvelle lecture avec des solutions nouvelles? Moi, je pense que d'abord, ces travaux, pas seulement les études monographiques, mais également les travaux de modélisation que nous avons menés avec des institutions de renommée,
comme le Peace Research Institute de Oslo ou comme l'Agence nationale des statistiques économiques du Sénégal, qui est une agence un peu intégrée dans l'Agence nationale de développement statistique, qui sont vraiment des institutions indépendantes, des institutions vraiment qui utilisent un peu les données et des évidences pour interpréter certains faits sociaux, pointent du doigt une relation donc, qui existerait, qui pourrait exister donc, entre un peu ce qu'on appelle la dépendance démographique et l'occurrence de crise dans les pays du Sahel. Et je crois que c'est un élément extrêmement intéressant parce qu'il semble dire que le problème, en tout cas, auquel beaucoup ont pensé, beaucoup ont écrit, je pense, sur la relation entre la démographie, la paix et la sécurité, pourrait en tout cas avoir un jour nouveau avec l'idée selon laquelle la dépendance démographique, ce n'est pas la taille de la population, ce n'est pas la croissance démographique, en tout cas pourrait être un facteur extrêmement important dans ce qui pourrait expliquer l'occurrence de crise. Donc si nous voulons aller vers des solutions qui sont des solutions objectives, vers une nouvelle narrative qui est un peu séparée, qui est un peu dénouée de toutes les appréciations idéologiques, toutes les formes d'accusation que nous entendons aujourd'hui dans le Sahel. Je pense que ces travaux, en tout cas, pourraient créer en tout cas une nouvelle narrative, mais surtout jeter les bases de nouvelles politiques, de nouveaux programmes et de nouveaux partenariats qui pourraient, je ne peux pas dire régler tous les problèmes du Sahel, mais en tout cas régler un des problèmes majeurs qui serait en tout cas parmi les sources profondes du mal que connaît le Sahel. Et malheureusement, Hichem, c'est là où je voulais en venir. Si vous regardez un peu les éléments de solution qui sont sur la table ces 50 dernières années, ce sont des solutions qui portent un peu à traiter les symptômes, peut-être même les symptômes de certains symptômes. Et nous avons tendance, naturellement, comme tout humain, de nous occuper des problèmes les plus pressants, les plus apparents, les plus visibles, des problèmes quotidiens. Et malheureusement, nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas le recul, nous n'avons pas les ressources et nous n'avons même pas le temps de penser à explorer ces problèmes pour les connaître, les appréhender, agir là-dessus et transformer un peu la vie des populations du Sahel. Et je vais terminer en disant que si je crois, et je le crois profondément, si on investissait aujourd'hui les ressources importantes qui sont en train d'être investies dans la réponse militaire aujourd'hui, hier et demain, peut-être qu'on aurait pu avoir quand même une meilleure, en tout cas de meilleurs résultats. Je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons pas mettre des efforts dans la réponse militaire, la réponse sécuritaire. Il faut le faire, mais je peux dire qu'il faut avoir un panier d'instruments optimum. Et ce panier d'instruments optimum pourrait comprendre un peu des interventions qui vont changer un peu la configuration de la dépendance démographique dans le Sahel. J'imagine que ces conclusions doivent intéresser les acteurs politiques. Vous devez peut-être travailler à cette appropriation par les hommes politiques de ces conclusions et d'aller vers la traduction en termes d'actes de ces idées. Hein. Mais je pense que vous avez vu juste parce que le président Issoufou, l'actuel président du Niger, qui est un homme extraordinaire, en tout cas quelqu'un qui a de la vision et qui s'est beaucoup investi donc, pour la paix, la sécurité et le développement du Sahel, et qui avait d'ailleurs accueilli le secrétaire général des Nations Unies en 2013, donc qui était accompagné du président de l'Union africaine, Mme Zouma, mais également du président du groupe de la Banque mondiale, donc Jim Kim de l'époque, et qui avait lancé un cri du cœur pour que la communauté internationale accompagne l'Afrique dans la capture du dividende démographique. Nous travaillons avec le président Issoufou, qui, fort heureusement, a compris que si on ne règle pas cette question un peu de la dépendance démographique, nous n'avons même pas de chance d'aller vers la capture du dividende démographique, surtout dans les pays du Sahel. Nous savons qu'aujourd'hui, il est difficile de parler de développement lorsque la crise
est en train de tout arrêter. Si vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ce qui se passe au Burkina, ou ce qui se passe au Niger, et si vous interrogez un peu les données et les évidences que nos collègues ont si bien présentées dans les études monographiques, et si vous regardez un peu le travail que PRIO a fait et le travail de modernisation de la NDC, donc vous voyez donc pourquoi un visionnaire comme le président Issoufou a voulu porter ce dossier et il va accueillir à Niamey, dans les prochaines semaines ou mois, un symposium international qui va regrouper toutes les sommités qui travaillent sur les questions de démographie, paix et sécurité, avec des instituts d'études économiques, des instituts d'études politiques, des institutions spécialisées dans les questions stratégiques pour ensemble avoir une lecture détachée de ces facteurs, des résultats de ce modèle et mettre sur la table des propositions de politique publique qui vont guider les programmes de la prochaine génération qui certainement vont sortir de l'Afrique. Je dis l'Afrique parce que ce qui se passe au Sahel affecte toute l'Afrique et affecte tout le monde. Donc, ce sont des travaux, j'allais dire, un peu géopolitiques d'importance. Je pense que le président Issoufou est en train de porter et je voudrais en profiter ici pour rendre un hommage mérité à cet homme politique et qui fait ce travail et qui a accepté de le faire au moment où il est en train un peu de boucler sa carrière politique de président du Niger, vu que c'est un homme d'État qui porte ce dossier à cœur. Il ne le fait pas parce qu'il est président de la République. Je pense qu'il le fait parce que... Mais aussi en fin de mission, ça peut être aussi dans l'après, peut-être un moment pour faire profiter de son expérience la région et surtout quand on connaît son implication à l'Union africaine et à la CEDEAO, c'est une expérience utile peut-être pour la région. Absolument. Un homme qui a une capacité d'influence énorme et je pense que son accompagnement est extrêmement apprécié et le connaissant, l'ayant approché, discutant régulièrement donc avec son Excellence le président Issoufou, je suis sûr que son action pour le Sahel, son action pour l'Afrique, son ambition pour l'humanité ne va pas s'arrêter donc avec sa présidence au Niger. Donc je vois quelqu'un qui visiblement, je le crois, et quand je le dis, je le crois profondément, c'est un homme qui va s'investir dans, en tout cas, la recherche de solutions, dans la mise en œuvre des solutions, quel que soit l'endroit où il se trouvera dans les périodes qui viennent. Donc, je voudrais encore une fois lui rendre hommage et dire que sous son leadership, je crois que nous allons avoir une nouvelle narrative, nous allons avoir des éléments de solutions concrets, pragmatiques, qui ne sont pas idéologiques, qui sont soutenus par des faits et des évidences. Et moi, j'ai espoir que ce projet est un projet qui a la capacité, en tout cas, de changer la vie des Sahéliens, la vie des Africains et la vie de toute l'humanité. Est-ce que vous avez un échéancier d'ici le mois de novembre, avec ce rendez-vous du symposium et la rencontre aussi de l'Union africaine? Comment voyez-vous la traduction, en tout cas, à travers une série d'actions? Vous avez parlé des études, de ces études de cas, c'est-à-dire qu'il y a de la matière, mais aujourd'hui, il s'agit d'accélérer l'action. Je pense que nous avons une feuille de route qui malheureusement a été un peu perturbée par Covid-19, mais fort heureusement, nous avons eu quand même le réflexe de nous ajuster pour en tout cas suivre un peu ce mouvement que Covid-19 a créé et qui fait qu'aujourd'hui, le projet avance, donc a changé un peu de forme. Certaines étapes ont été réajustées, mais nous gardons un peu le regard sur l'horizon que nous nous sommes fixés. C'est faire un peu de ce projet de démographie, paix et sécurité un temps fort de l'agenda international dans le continent et à travers le monde. Et je pense que notre partenariat avec le Niger, donc l'action personnelle du président Issoufou, l'engagement du comité scientifique que j'ai mis en place, que je voudrais saluer en passant, j'ai espoir que les prochaines étapes de ce projet vont créer
en tout cas une dynamique nouvelle à travers les forums, y compris ces forums qui devaient être des forums face à face, comme le dialogue atlantique, hein, qui sera maintenant une session virtuelle. Je pense que cette question sera sur la table et cette question sera également sur la table à l'occasion du prochain forum de Dakar sur la sécurité, mais également en marge du prochain sommet de l'Union africaine, où nous allons avoir certainement ce symposium pour en tout cas présenter donc, aux plus hautes autorités du continent africain donc, les résultats de ce travail, mais également les implications politiques avec les orientations concrètes que les pays pourraient en tout cas adopter pour aller de l'avant. Et ces orientations vont au-delà des pays du Sahel. Pour les pays du Sahel, il s'agira d'avoir des interventions rapides, ambitieuses. Pour les autres pays, il s'agira également d'être à l'avant-garde et de prendre les mesures qui vont aider ces pays qui ne sont pas dans la même situation que le Sahel pour les éviter de tomber dans le même piège. Qu'est-ce qui explique l'image des agences des Nations Unies en Afrique, une image assez floue, assez confuse, c'est-à-dire qu'on les accuse de gérer une ronde des situations. Vous qui connaissez très bien la région et le rôle de ces outils, en tout cas pour les populations africaines, comment expliquez-vous ce décalage? Oui, mais moi je vous dirais un peu, c'est comme on dit, hein, c'est l'histoire de la tasse moitié vide, moitié pleine. La question qu'on ne se pose pas très souvent, c'est ce qu'on appelle un peu le contrefactuel. Qu'est-ce qui se serait passé en Afrique ou dans le Sahel si les Nations Unies n'existaient pas, ou si les Nations Unies n'étaient pas sur place, ou si les Nations Unies ne faisaient pas ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, la deuxième partie de ma réponse, c'est que, comme je le dis, il y a des problèmes énormes, des problèmes qui sont là depuis des décennies, comme le problème du Sahel, qui ne sont pas quand même des problèmes qui se règlent en 24 heures, ou des problèmes qu'un seul acteur peut régler. Et même si c'était un seul acteur qui disposait de tous les moyens, je pense qu'il sera difficile, en tout cas, de régler certains problèmes complexes, comme la crise du Sahel, donc sans peut-être avoir même une connaissance très approfondie. Mais le travail dont je viens de faire état, qui nous permet en tout cas de cerner les causes profondes du problème et de tracer des chemins critiques, en tout cas nous permettant de les régler en partenariat, et j'insiste sur le terme partenariat, parce que personne, et je le répète, personne ne saurait régler ces problèmes complexes, ces problèmes énormes, ces problèmes enracinés dans plusieurs domaines relativement difficiles, assez rapidement, ou avec peu de moyens, ou sans une bonne mobilisation de partenariat. Donc, je dirais que les Nations Unies se déploient, nous nous battons sur le terrain avec les moyens de bord, nous essayons de répondre un peu aux urgences pour sauver des vies humaines, nous essayons de comprendre les facteurs à l'origine des fragilités, nous essayons de mobiliser des partenariats autour de chaque niveau, que ce soit la compréhension, comme le comité scientifique dont je viens de faire état, la réponse d'urgence pour aider ces enfants que nous avons vus à Kidal il y a de cela quelques semaines, ou ces femmes donc, vers la frontière du Nigeria donc, avec le Niger, mais toute action qui, si elle n'existait pas, on allait faire face à une catastrophe humaine. C'est vrai que maintenant, pour régler maintenant les problèmes de fond, cela demande d'autres interventions et c'est la raison pour laquelle nous avons initié ce projet. Et nous n'allons pas arrêter ce que nous faisons dans la réponse humanitaire. Nous n'allons pas arrêter ce que nous faisons dans la réflexion stratégique, la coordination de l'action du système des Nations Unies, le renforcement de nos efforts à chacun des niveaux, mais il nous faut trouver des méthodes qui vont nous permettre un peu de nous attaquer au mal, à la racine, à travers des partenariats, à travers des investissements sur les facteurs de fragilité, ce que nous appelons un peu les facteurs structurels. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Donc, nous allons nous attaquer en priorité à ceux qui tirent le plus le Sahel dans la crise.
Pour sortir du catastrophisme ambiant et dès qu'il s'agit du Sahel, terminons par une note d'espoir. Qu'est-ce qui vous donne espoir, en tout cas, alors que vraiment le feu de brousse est en train d'avancer à grande vitesse? Bon, moi je dirais que il y a deux ou trois choses. Je pense que la première chose, c'est ces travaux sur la démographie, la paix et la sécurité créent un espoir. Donc, nous donne un peu la possibilité d'agir sur les causes profondes du mal, mais certaines causes profondes du mal. Et je crois qu'en poursuivant un peu une approche, qui est une approche de problem solving, qui est une approche soutenue par les évidences et les données, qui est une approche un peu qui se sépare, qui s'éloigne de certaines appréciations que nous disons dans WhatsApp et dans les autres plateformes. Je pense que nous avons la possibilité de faire un travail qui est un travail plus objectif, un travail concret, de régler un problème, de nous attaquer à un autre. Ensuite, troisième, et de contenir la crise tout en continuant les efforts humanitaires. Et je pense que le travail le plus important, à mon avis, aujourd'hui, c'est vraiment l'espoir que nous avons créé au niveau de la jeunesse, au niveau de mes amis, les jeunes. Et je crois que c'est peut-être pour moi le plus grand espoir que j'ai pour le Sahel. Ces jeunes qui veulent en tout cas grandir donc, dans un Sahel qui est un Sahel où il y a la paix, la sécurité et la stabilité, des jeunes qui ont l'ambition vraiment d'entrer dans l'ère de la quatrième révolution industrielle, donc en faisant de l'Afrique, en tout cas un partenaire égal aux autres. Et ça, ce n'est possible que si nous travaillons sur, en tout cas, les conditions, sur les causes profondes, si nous altérons un peu certains paramètres. Je pense que c'est à la portée des Africains et c'est à ce prix seulement que nous allons réaliser un peu l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063, qui est une Afrique prospère, une Afrique paisible, une Afrique en bonne santé et une Afrique qui est dirigée par ses enfants, comme ils le disent bien, dans l'aspiration 6, un peu de l'Afrique que nous voulons. Donc, cette Afrique que nous voulons, qui est cette Afrique libre, cette Afrique prospère, cette Afrique où il y a la paix, nous ne pouvons pas la construire en faisant seulement de l'aide humanitaire. Nous ne pouvons pas la construire seulement en répondant en faisant un peu du saupoudrage. Nous ne pouvons pas la construire tant que nous ne nous attaquons pas aux racines du mal. Et c'est ça un peu l'élément additionnel que nous apportons avec cette initiative démographie, paix et sécurité. Et je crois que cette jeunesse peut avoir un peu des personnalités comme le président Issoufou, comme étant un repère, quelqu'un qui quitte le pouvoir, qui dit écoutez, je vais quitter à la fin de mon prochain mandat, de mon mandat actuel, et je vais faire autre chose. Et quelqu'un qui, je suis sûr, continuera à s'investir partout où il se trouvera, donc pour le Sahel, l'Afrique et l'humanité. Je retiens l'idée que la jeunesse veut grandir dans la paix et la sécurité. Merci Mabingue Ngom d'avoir été avec nous et d'avoir expliqué le Sahel vu par un homme d'expérience et un homme de terrain. Merci. Merci, cher. Merci. Au revoir.